Alors pourquoi une hypothèse de ce type? Parce que dans ma modeste expérience de recherche pluridisciplinaire, et vous le savez tous pour ceux qui s'y sont exercés, la grande difficulté c'est de définir de quoi on parle et ensuite dans quel ordre on parle, quand on a plusieurs disciplines. De quoi on parle, la difficulté c'est de ne pas parler de ce qui est la propriété de l'autre. C'est-à-dire que dès lors qu'on a un sujet qui est sous emprise d'un savoir, d'une discipline, à laquelle on va donner nécessairement un avantage compétitif, si vous permettez l'expression, sur les autres, c'est difficile ensuite d'établir un équilibre dans la discussion. Et je crois que pour définir les objets, un des moyens est de rechercher ce que j'appelle des biais, c'est-à-dire des sujets qui nous obligent tous à réaliser un pas de côté, à sortir de notre zone de confort et à éviter de se retrouver dans la zone de confort d'une des disciplines qui est mise sur la table dans l'échange pour éviter que les autres deviennent des disciplines ancillaires, soient vassalisées en quelque sorte par celle qui a un avantage de connaissance, de méthodologie par rapport aux autres. Deuxième question qui est l'ordre de la prise de parole. Alors évidemment ça dépend des sujets. Là il se trouve que je suis l'initiateur, en tout cas que j'ai fait la proposition, et donc je devais me risquer à me jeter à l'eau. Le premier, avec, vous allez voir, plus de questions que de réponses, et puis surtout une volonté d'essayer d'amener la réflexion d'un juriste parmi d'autres à d'autres approches venant de sensibilités différentes et de disciplines différentes. Mais il est bien clair que cet ordre de présentation est amené à évoluer, et je pense que dans les formats des séminaires à venir, on fera en sorte qu'il y ait une rotation disciplinaire de celui qui présente une communication et, par voie de conséquence, de ceux qui discutent la proposition. Aujourd'hui, Anthony est tout seul, puisque Jean-Pierre, malheureusement, ne peut pas être là pour être le discutant. Il a eu le canevas de mon intervention, mais seulement hier soir, un canevas succinct, dans quelques pages. J'espère que nous comptons tous sur les économistes et sociologues présents dans cette salle pour ne pas hésiter à réagir. Alors si je reprends maintenant par rapport à mon entrée, donc, je vous demande de bien vouloir considérer que je ne viens pas vous parler de quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, sur quelque chose sur lequel les juristes travaillent beaucoup. Je vais plutôt vous parler d'une bizarrerie, un questionnement, qui est qu'est-ce que peut-être, quelle place peut-on donner comme juriste à nos a priori. Par a priori, j'entends de manière la plus simple, je vais y revenir bien sûr par différents biais, l'existence d'une représentation non savante, vulgaire, on pourrait dire ordinaire, des objets auxquels nous appliquons nos constructions. À chaque fois que nous prenons un objet, au sens large, Anthony en a cité quelques-uns, l'environnement, le marché, l'entreprise, etc. À chaque fois que nous prenons un objet, nous pouvons imaginer, même si nous sommes pétris de nos connaissances et de nos disciplines, que nous avons une compréhension ordinaire de cet objet avant qu'il ne devienne un objet de nos constructions. Si c'est un objet ancien sur lequel on a beaucoup travaillé, on peut imaginer qu'on a un niveau de construction qui est très élaboré. Si c'est un objet beaucoup plus récent, nouveau, alors je prends un exemple, même si ce n'est pas extrêmement nouveau, je me donne comme sujet l'intelligence artificielle, ou les gilets jaunes, ou ce que vous voulez comme objet nouveau, entre guillemets, bien sûr. On peut imaginer que c'est un peu normal de commencer par ce stade, disons, non construit du regard que l'on porte sur l'objet. Pour trouver un autre mot que a priori, on peut viser les présupposés, on peut viser des perceptions, des conceptions, des compréhensions, donc des choses très différentes. On peut viser ce que moi je préfère comme expression, mais elle n'est pas très parlante, on peut viser tout ce qui est antécédent à nos savoirs, dans nos disciplines. Tout ce qui est là avant que nous commencions à construire par nos raisonnements, nos vocabulaires, nos concepts, les objets que nous allons travailler. Avec une hypothèse, et ça n'est qu'une hypothèse, et je ne la vérifierai pas aujourd'hui, que la conception
ordinaire que nous avons des objets auxquels nous appliquons nos constructions, parce qu'elle est généralement peu ou non délibérée, dans la mesure où elle est extérieure à nos savoirs. Moi, je me suis habilité à prendre la parole que comme juriste, donc comme citoyen ordinaire, ce que je peux penser de l'entreprise n'intéresse absolument personne, et c'est à la fois légitime, donc nous n'en parlons pas du tout, ou nous en parlons assez peu, parce que nous ne nous sentons pas nécessairement habilités à le faire. Du coup, c'est là, c'est peu ou mal explicité, et pourtant, c'est ça mon hypothèse, il se pourrait que ce soit absolument déterminant sur la manière dont nous construisons ensuite nos objets au départ de nos disciplines. Nous aurions donc une sorte d'impulsion qui peut être naïve, magique, ça c'est du langage de l'anthropologie, qui peut être stupide. Nous pouvons avoir une vision idiote des objets auxquels nous allons appliquer nos constructions. Nous allons bien sûr rendre intelligent, c'est notre travail, mais au départ, on peut avoir une impression tout à fait fausse. On peut avoir une impression, on peut avoir été totalement manipulé, c'est-à-dire baigné dans un bain qui soit biologique ou autre, qui nous a amené à croire que c'était comme ça avant qu'on construise, alors que tout ça est bien sûr discutable. Bref, il y a tout ce moment d'avant, en quelque sorte, nos constructions, qui est là, sous-exploité, certainement, pour les raisons que j'ai expliquées déjà et sur lesquelles je vais revenir, et qui est probablement déterminant. Ça, c'est l'hypothèse, c'est une proposition, je ne chercherai pas à la vérifier, qui est probablement déterminant dans la manière de conduire les choses. Pour traiter le sujet, je vais le faire comme juriste. Alors, il faut que je prenne des précautions. D'abord, je ne vais pas parler au nom des juristes. D'abord, ils sont quelques-uns et je les remercie d'être présents. Nous avons ici des membres importants de notre groupe de juristes au sein du GREDEC qui sont présents. Je ne vais pas parler en leur nom, parce qu'il est absolument certain que ce qu'ils auraient à dire sur le sujet serait probablement très différent de ce que je vais amener à vous dire. Et je vais encore moins parler au nom des autres disciplines. Donc je vais essayer de faire un effort volontaire, qui m'est tout à fait agréable, d'essayer de sortir de ma bulle disciplinaire et d'essayer de toucher tous ceux qui, parmi vous, ne sont pas des juristes, quitte à décevoir peut-être un peu les camarades juristes, mais c'est vraiment la cible que j'essaye d'atteindre dans l'explication d'aujourd'hui. Je ne vais pas pour autant vous ménager, c'est-à-dire que je vais être obligé parfois de rentrer dans des éléments d'explication que j'estime complexes, même parfois assez charpentés sur le plan théorique, qui ont été par d'autres, parce que je raccroche ça dans les travaux de X ou Y. Je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne pourrai pas, je vais parfois vous donner des noms sans nécessairement vous expliquer toutes les doctrines qui sont afférentes à ces personnes. Ce sera juste pour donner des clignotants utiles à mes camarades juristes, peut-être au-delà, parce que certains noms sont connus au-delà du cercle des juristes. Bon, bref, je vais essayer de faire un travail un peu de mise en musique, même pas en ordre, mais mise en musique, de ce que serait une approche des a priori par un juriste qui a la naïveté de penser que les a priori jouent potentiellement un rôle déterminant dans nos constructions. Voilà un peu le cadre de mon intervention. Alors pour cela, je vais vous présenter, je vais vous donner des éléments de précision sur l'a priori, je l'ai déjà fait, je vais revenir un petit peu. Et ensuite, je vais vous proposer deux grands temps d'explication. D'abord, je vais essayer de mettre en résonance les a priori et les différentes manières de faire du droit. Et j'ai dégagé, tout ça peut être contestable, trois manières de faire du droit, une approche technicienne, une approche pratique et une approche théorique du droit, et voir comment, au regard de ces trois approches, qui ont leur lot de simplification, pardon les juristes, vous m'en excuserez, comment on peut essayer d'installer l'a priori dans le travail des juristes. Il n'y a pas un juriste, il y a des juristes. Et j'ai retenu trois figures parce qu'elles me semblaient être assez représentatives de la palette des possibilités qu'on peut avoir. Bien sûr, les très bons juristes sont les trois à la fois. Donc vous ne voyez pas d'opposition entre les clans, ce n'est pas du tout de cet ordre-là, mais simplement une volonté d'essayer de systématiser, de créer des catégories d'approches différentes. Une fois que j'aurai mis en résonance l'a priori et
trois manières différentes de travailler du juriste, je me poserai la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait. Une fois qu'on a mis ça en relation, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, vous savez, les juristes adorent les symétries et les jardins à la française, et donc vous aurez trois réponses. Hein. Généralement, c'est deux. Hein. Le juriste n'est pas compté jusqu'à plus que deux. Voilà. Je vais jusqu'à trois, mais il y a un petit effet de style. Mais voilà, il est venu trois réponses possibles, c'est-à-dire trois manières de faire ou de ne pas faire quelque chose de l'a priori quand on est juriste. Voilà les deux grands balancements de l'explication. Alors revenons d'abord sur l'a priori. Pour ceux qui auraient une lecture kantienne du sujet, l'a priori supposerait que l'on travaille essentiellement un présupposé transcendantal, non délibérable, qu'on ne peut pas établir, qu'on présuppose à la façon de Kant, pour ensuite poser une démarche scientifique. Ma petite originalité dans cette entrée, par rapport à cette entrée kantienne, c'est de demander partir, c'est-à-dire que je ne suis pas dans une démarche scientifique, d'abord parce que le droit n'est sans doute pas une science, c'est un sujet qui est débattu, mais je fais plutôt partie de ceux qui considèrent que le droit n'est pas une science. Ça, c'est un premier élément. Et deuxième élément, dans cette approche a priori, je mets de tout. Je mets des choses qui peuvent avoir une très grande importance, qui peuvent même avoir une vertu ontologique, une sorte de transcendance explicative de tout ce qui va ensuite découler comme construction, ou je peux mettre simplement des choses purement intuitives, non vérifiées, et y compris dans les choses intuitives, des choses totalement fausses, des croyances totalement vaines entrent au même titre dans l'a priori que l'a priori transcendantal à la façon de Kant. Donc je ferais mieux d'utiliser un autre mot qu'a priori, hein, et dans mon travail de recherche, je ne parle pas de démarche a priori, je parle de démarche antécédente, mais dans la discussion avec Anthony et Jean-Pierre, on trouvait que quand même a priori avait été suffisamment explicite et parlant pour tout le monde, sans que nécessairement tout de suite nous allions nous aligner derrière la pensée kantienne en ne retenant qu'une acception. Donc l'a priori, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut relever du sentiment, ça peut relever de la raison, c'est simplement quelque chose qui est là avant une construction. Et encore une fois, si je le dis avec mes mots de juriste, c'est la représentation, compréhension, perception ordinaire que j'ai des objets avant de leur appliquer des constructions. Partant de cette définition volontairement très large, je voudrais essayer de connecter les a priori au travail du juriste, et pour ça, je vous propose de dessiner, excusez-moi, trois catégories de juristes, le juriste technicien, le juriste praticien et le juriste théoricien. Encore une fois, ne voyez pas d'opposition entre les trois. Un bon juriste doit savoir faire les trois à la fois, enfin, pas nécessairement en même temps, bien sûr, mais trois à la fois, ça c'est clair. Il n'y a pas d'opposition, ni de jugement de valeur, ni de gradation. Je ne dis pas que l'un est plus important que l'autre, ce sont des choses différentes, mais qui existent bien. Alors, prenons d'abord l'approche technicienne. L'approche technicienne, c'est quoi? C'est le juriste qui considère que sa discipline, c'est d'abord une technique, c'est-à-dire un vocabulaire, une méthode de raisonnement, et que cette technique, elle est absolument indispensable si on veut pouvoir être écouté. Vous avez ça dans toutes vos disciplines. Il faut qu'on soit audible pour les autres. Bon, il se trouve que quand on fait du droit, on décide aussi de la vie des gens, pas qu'en droit, vous le faites aussi en économie, en gestion et sociaux, mais pas de la même manière. Parfois, ça peut être extrêmement violent. On a un langage, une construction, et tout ça, ça mobilise un appareil technique, on veut dire technologique, extraordinairement important, très très lourd à dominer, qui est en permanence en profonde modification, changement, et qui suppose donc un travail titanesque. Hein. Le bon juriste doit sans cesse remettre sur le métier son état de connaissance technique de ses constructions, et ça lui demande énormément d'efforts. Dans cette première approche du juriste technicien, a priori,
la construction, c'est un jeu de mots que je ne voulais pas, a priori, la construction du droit commence à la règle de droit. C'est clair. Elle commence à la règle de droit, c'est-à-dire que vous donnez un sujet, n'importe quel sujet au juriste. J'ai pris un exemple de mon petite note, j'ai travaillé un peu là-dessus. Vous prenez la vitesse, donc ça c'est pas un sujet normé en droit, il y a des sujets normés, de la personne, on a beaucoup travaillé sur ce qu'était la personne, le droit, la chose, on a beaucoup travaillé. Bon, la vitesse c'est un truc un peu bizarre, c'est pas a priori spécifiquement juridique, ça c'est clair. Vous donnez ce sujet à un juriste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le mot, il va entrer dans des bases juridiques, il va faire des recherches de mots, et puis après, il va sortir, je dis n'importe quoi, 54 entrées, il va les organiser, et quand il fait une leçon d'agrégation en 24 heures, il va vous dire, il y a la vitesse dans le droit et il y a la vitesse du droit. Voilà, ça c'est le plan type qu'on fait en leçon d'agrégation, avec cette rhétorique où on a une analyse du type micro, ensuite on passe à une analyse plutôt macro, et on essaie de modifier la perspective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous donnez la vitesse au juriste, il va peut-être ouvrir un dictionnaire, hein, mais il va s'arrêter au Larousse. Il ne va pas lire des théories sur la vitesse. Alors, vous savez, on a théorisé la vitesse. Il ne va pas, a priori, pas de bagage mathématique suffisant pour lire les travaux mathématiques sur la vitesse. C'est évidemment très important. Physique, très important. Donc, il va partir d'une conception ordinaire sur laquelle il ne va pas s'attarder. Pourquoi? Parce qu'il ne s'estime pas compétent, habilité pour traiter le sujet. Et donc il va commencer vraiment son travail à la règle de droit, c'est-à-dire, pour faire simple, mais c'est quand même la réalité d'un certain exercice, il va commencer par l'usage du mot vitesse dans les corpus juridiques et il va essayer d'en faire quelque chose pour le droit à partir du discours du droit sur la vitesse. Donc, l'a priori, comme phase préalable à la démarche du technicien, ça ne l'intéresse pas dès lors que ça n'est pas juridique. Il commence son analyse à la règle. Deuxième approche, l'approche pratique, l'approche du praticien. Alors, le droit est une science sociale appliquée et c'est quasiment impossible de réfléchir sur le droit si on n'a pas un minimum de sens pratique. Alors nous l'avons comme juristes souvent parce qu'on étudie beaucoup la manière dont le droit est pratiqué, notamment par les décisions de justice. Parfois on va un peu plus loin, on regarde les usages que les juristes utilisent pour les lettres de contrat par exemple, qu'ils utilisent pour pratiquer leur discipline. Mais ce qu'il faut comprendre dans la logique du juriste praticien, c'est que son raisonnement, sa construction ne commence pas à la règle de droit, contrairement à ce qu'on apprend à nos étudiants, il commence au fait, à la situation de fait. Et je voudrais vous montrer comment, dans cette démarche autour du fait, il peut y avoir de la place pour les a priori, plus que dans la démarche a priori technicienne, qui a du mal à démarrer par autre chose que la règle de droit. Je prends la figure de l'avocat pour faire simple, quand un avocat, et on va dire plutôt un bon avocat, reçoit un client, il doit avoir une très grande intelligence de la situation du client, qui n'est pas une situation a priori juridique, qui est une situation de fait, qu'il va essayer de traduire dans le monde du droit. Cette situation de fait va devenir l'alpha et l'oméga de la recherche du juriste praticien. Il va sanctuariser l'histoire du client, il va ramener la terre entière aux intérêts du client. Et il va revoir le monde entier au regard d'une logique qui est celle du client. Et il sait tellement bien faire ça qu'il peut faire ça à propos de personnes peu recommandables, c'est la question qu'on pose souvent, il s'en fiche, ce n'est pas la question. Le client fait le théâtre, en quelque sorte, et on va construire du droit autour de cette œuvre. Dans cette approche du fait par le juriste, il y a, bien sûr, c'est l'essentiel de son travail, un passage du fait au droit par un processus qu'on appelle la qualification. C'est une forme de traduction
on raconte une histoire, une vieille dame marchait dans la rue, a trébuché, est tombée, s'est blessée. Ça, c'est une histoire. Et le juriste, derrière, va construire un discours juridique. La personne devient une victime, la blessure devient son dommage, la pierre sur laquelle elle a trébuché devient l'origine, la cause du dommage. Celui qui exerce une surveillance sur la pierre est le gardien de cette pierre et sera peut-être responsable de la pierre. Là, on n'est pas dans l'a priori. On est comment je ramène des a priori au droit, mais avec quand même un travail très normé juridiquement. C'est pas ça qui m'intéresse. J'ai essayé de trouver des hypothèses, et vous aurez sans doute d'autres exemples meilleurs que ceux que je vais donner, mais j'ai essayé de trouver des hypothèses où le fait qui est antécédent à la règle de droit, qui précède l'intervention de la construction juridique, la vieille dame de mon histoire, comment ce fait peut parfois être absolument déterminant dans la solution juridique, sans pourtant ne recevoir aucune qualification juridique. Aucune qualification juridique. Je vais prendre un exemple très précis auquel m'a fait penser, alors je vais un peu le romancer parce que je n'ai pas les éléments du dossier, c'est simplement des éléments par la presse que j'ai eus. On a parlé il y a quelques mois, l'exemple que je donne à mes étudiants dès que je peux, d'une sale histoire de 3 skinheads qui ont tabassé à mort un jeune d'origine maghrébine. Dans le procès, il y a un avocat, que je connais, j'ai été avocat, qui est à Paris, un très grand pénaliste, et je le vois interviewé à la télé, et il ne parle que d'une chose, la question de savoir si l'une des 3 personnes skinheads qui ont tabassé la victime avait dans sa poche un objet métallique ressemblant à un anneau, comme le maillon d'une grosse chaîne, on peut dire. On sait, parce que l'autopsie peut le révéler, que cet anneau n'a pas été utilisé. Le malheureux n'a pas été tabassé avec l'anneau. On sait aussi que cet anneau, en l'occurrence, n'est pas une arme classifiée. Un coup de poing américain, c'est une arme de catégorie 6, elle est classifiée. Là, ce n'est pas un coup de poing américain, c'est une barre de fer qui a été tordue en maillon, qu'évidemment on peut enfiler à la main, et qui peut, le cas échéant, faire mal si on l'utilise. Elle n'a pas été utilisée, l'objet n'est pas une arme classifiée. Donc juridiquement, ce n'est pas une arme par destination, hein, le fait d'utiliser la courbe du Gredel pour taper votre voisin, ça c'est une arme par destination, ça peut vous emmener potentiellement en prison, il faut taper très fort, hein, la courbe. Bon. Et deuxième élément, ce n'est pas une arme tout court qui répond à une classification, c'est-à-dire avec des autorisations, son usage emporte une qualification juridique, etc. Donc, bref, le droit ne connaît pas la loi. Et l'avocat ne parle que de ça. Et je dis à mes étudiants, vous savez, il a tout compris, l'avocat. Il a compris que tout allait se jouer dans la question de savoir si c'est une bagarre qui avait mal tourné ou s'il y avait une intention de faire mal. Et un des éléments qui va déclencher, faire pencher l'analyse dans un sens plutôt que l'autre, c'est la présence ou non de cet objet qui potentiellement peut devenir une arme par destination mais qui ne l'a pas été et qui est dans la poche d'un des 3 idiots qui a tabassé le malheureux. Ça, c'est un premier exemple. Le fait n'est pas traduisible en droit. Rien ne peut percer la sphère juridique et pourtant, c'est déterminant. Moi, j'appelle ça un a priori factuel qui va avoir une influence déterminante dans la construction juridique, mais qui reste a priori, qui n'accède pas aux constructions juridiques. Je prends un deuxième exemple plus rapide, contextuel, ça fait un peu rire. Quand des gens se séparent et envisagent de divorcer, les avocats leur recommandent, parfois, quand les choses se passent bien, de conclure ce qu'on appelle un pacte familial, c'est-à-dire en gros, d'écrire de manière informelle ce sur quoi on est d'accord. Ce pacte n'a aucune valeur juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez écrit au moment de la séparation que vous étiez d'accord sur telle ou telle modalité de la séparation, que le jour où vous vous retrouvez à négocier la convention, voire devant un juge, à vous battre pour le divorce, que
ça aura une valeur juridique, c'est même totalement interdit pour le juge de se référer au pacte familial, ça n'a pas de valeur juridique. Et pourtant, je fais parler des avocats spécialistes de ces sujets, c'est déterminant. C'est-à-dire que ça donne un point de repère au juge, qui va savoir ensuite, s'il y a juge bien sûr, qui a dévié par rapport à la position initiale. On a bien sûr le droit de dévier, c'est pas la question, mais c'est un élément de fait qui va jouer un rôle très important dans la suite. Voilà un exemple, pour moi, de fait non traduisible dans la règle de droit, auquel on peut, à la limite, même pas se référer. Encore une fois, le juge qui rendrait une décision en application du pacte familial se ferait casser par un autre juge, par une cour d'appel ou la cour de cassation, c'est interdit. Et c'est là, et ça occupe une place extrêmement importante, ou potentiellement très importante. On peut imaginer que c'est très différent d'un cas à un autre, qu'en fonction du profil des uns et des autres, et du juge et des parties, que ça puisse être différent, mais c'est quand même présent. Voilà un exemple d'a priori factuel. Troisième exemple, troisième entrée, le juriste théoricien qui fait de la théorie juridique et qui peut essayer, là aussi, d'établir une sorte de référence aux a priori, c'est-à-dire qu'il peut essayer de construire le droit en acceptant que, avant le droit, il y ait quelque chose qui soit déterminant pour le droit. C'est ça le modèle théorique. Alors, là, il faudrait que je confronte cette proposition avec des spécialistes, j'en connais, je pense que j'aurai l'occasion de le faire, notamment des spécialistes d'un auteur qui s'appelle Kelsen, mais peut-être que c'est une bêtise, hein, je trouverais que mon analyse est fausse, donc elle n'est pas mature, mais je vais, sans rentrer dans le détail, vous dire en deux mots les choses. Pour faire très très simple, un auteur autrichien qui a formé la pensée du droit positif depuis, disons, plus de 60-70 ans aujourd'hui, qui a imprégné la manière de penser le droit de beaucoup de juristes et de beaucoup de nos contemporains, a construit un système où chaque règle de droit se réfère à une autre règle de droit qui lui donne une valeur dans un ensemble qu'on a dessiné sous la forme d'une pyramide. C'est pas le dessin de Kelsen, il n'a jamais fait de pyramide, mais c'est le dessin qu'on lui prête, que ses élèves lui ont prêté, la fameuse pyramide de Kelsen. Et puis, Kelsen a eu un problème, c'est qu'est-ce qu'il met tout en haut de la pyramide. Il ne pouvait pas mettre Dieu, parce qu'il était résolument pour ne pas mettre tout ce qui ressemblait à ce qu'on appelait avant le droit naturel et toutes les origines naturalistes du monde, donc hors de question. Et il a inventé quelque chose qu'on appelle en allemand la Grundnorm, qui peut être traduit par une norme hypothétique. Il a imaginé en haut de sa construction le fait qu'il y a la Constitution française, au-dessus, qu'est-ce qu'il y a si on veut parler de Dieu, on va dire qu'il y a une norme hypothétique qu'on ne peut pas vérifier, qu'on ne peut pas pratiquer, qu'on ne peut pas expliciter, mais qui tient le système. La Constitution se réfère à cette norme hypothétique, la loi se réfère à la Constitution, l'arrêté du maire de Nice se réfère à la loi, et la décision du président de l'université de Côte d'Azur, j'y arrive, se réfère à ce que vous voulez qu'il se réfère dessus. C'est un système où on met tout en haut quelque chose d'hypothétique. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on peut... C'est ça qu'il faudrait que je confronte quand je parle avec quelqu'un comme Michel Tropper, mais il faudrait que je confronte ça avec des spécialistes de l'auteur, comme moi je ne suis pas, que j'ai lu mais mal lu par rapport à une pensée extrêmement dense et extrêmement riche. Il faudrait vérifier d'abord si l'expression est utilisée, probablement pas, et savoir si c'est satisfaisant de parler d'a priori. Mais on a quand même l'idée que le droit est tenu par quelque chose qui est non délibérable, non vérifiable. On est très dans une approche kantienne, là c'est très kantien comme démarche, et qui serait en amont. Je pense à un autre exemple, toujours offert par la théorie, ce qu'on appelle les métaconcepts. On a proposé d'appeler les métaconcepts. Je vous prends un exemple qui est celui qui est donné par l'auteur qui a promu cette notion. Encore une fois, c'est pas Kelsen, mais c'est Michel Tropper qui en a parlé, qui est venu en parler à Nice l'année dernière. Il dit on a inventé le métaconcept d'État. Et une fois qu'on a été capable de dire ce que c'était qu'un État, on a revisité
des tas de systèmes politiques à travers l'histoire de l'humanité, avec ce vocabulaire de l'État, alors même qu'à ces époques, on ne parlait pas d'État, et que surtout, on n'avait pas construit théoriquement la notion d'État. Et il dit, ça c'est très utile, c'est un métaconcept, pourquoi? Parce que ça va permettre, et ça devrait vous intéresser, dans des approches pluridisciplinaires, pas monodisciplinaires limitées au droit, de nommer quelque chose qui est là et qu'on observe au départ de différentes constructions, mais pour pouvoir se le donner en objet, il faut lui donner un nom. Comme aujourd'hui, j'ai choisi a priori, comme on aurait pu choisir antécédent ou une autre expression. Et donc il dit, le métaconcept, ça sert à ça. Ça sert à mettre des noms sur des objets qui vont ensuite être utilisés par des savoirs, qui vont permettre de revisiter la société féodale, il parle de blocs, des blocs sur la société féodale, pourquoi pas les empires romains ou grecs, pourquoi pas civilisation grecque, pourquoi pas d'autres choses qui remontent avant la royauté et aux formes de royauté du XVe ou XVIe siècle, qui est quand même la représentation plutôt moderne de l'État, c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de l'humanité. Voilà notre exemple. J'ai donc des juristes qui travaillent au départ de la technique, qui ont du mal à faire rentrer quelque chose avant la technique, c'est une position contestable. J'ai des praticiens qui savent regarder le fait qui intervient avant le droit, pour faire passer le fait dans le droit, mais parfois le fait a son importance alors même qu'il ne passe pas dans le droit. Troisième hypothèse, l'hypothèse théorique, où j'accepte de donner un nom à des présupposés qui vont tenir mon dispositif juridique, qui le surplombent et qui sont très utiles pour pouvoir parler des objets en droit. Partant de ces trois démarches, je peux donner une liste à la Prévert des a priori. Je ne vais pas m'attarder, je vais revenir sur certaines de ces expressions. On peut, dans certaines manifestations, parler d'a priori transcendantal. J'expliquerai après certains d'entre eux. A priori modal, a priori social, on peut parler de paradigme, on peut parler de métaconcept, on peut parler, alors j'ai mis tout sur une même ligne, de lieu commun, de préjugés, de biais, de croyances, de sentiments ou d'opinions. Et encore dernière ligne, on peut parler de pensée naïve ou magique, ou de métaphore, par exemple. Donc on peut imaginer que les a priori puissent prendre des formes extraordinairement différentes les unes des autres, et il questionne le juriste dans sa capacité ou non à essayer d'en faire quelque chose pour son travail de juriste. Je vais maintenant proposer la dernière démarche, le dernier temps de cette petite explication. Qu'est-ce que je fais de cette mise en relation entre, d'une part, ce qui serait un a priori, et d'autre part, les constructions du droit. Je vous propose trois attitudes qui ne se retrouvent pas nécessairement avec les catégories de familles de juristes que j'ai étudiées plus haut. Je ne vais pas vous redire ce que je vous ai déjà dit, c'est un peu différent. Et je vais ici surtout me focaliser, non pas sur quel est le juriste qui parle, mais sur qu'est-ce qu'il a à dire sur les rapports entre a priori et droit. Qu'est-ce qu'il peut dire sur le sujet. Je vois trois choses. Première chose, il peut essayer de raccrocher l'a priori aux constructions du droit. Il fait cet effort d'aller chercher le moment d'avant. Il a une démarche antécédente, il a une démarche a priori. Je vous dis tout de suite que ceux qui ont cette démarche-là sont généralement des gens qui ont une pensée théorique très construite, très charpentée, et qui ont mobilisé quand même des gros outils dans la pensée juridique. On est dans du queen size, c'est une bonne expression, de la pensée juridique. Des gens qui ont fait un effort d'abstraction et qui sont allés établir un pont entre leur construction et le moment d'avant pour en faire quelque chose pour les juristes. Ça, c'est le premier groupe que je vais présenter en vous donnant 2-3 exemples de pensée, sans entrer dans le détail des pensées, mais pour que vous ayez un peu une idée de ce que ça peut être. Et vous allez voir que c'est des choses qui sont quand même très fabriquées. Deuxième attitude, d'un contraire. On clive, on décide que ce qui a avant le droit n'est pas le droit. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'y intéresse pas. Ça peut être intéressant pour notre approche pluridisciplinaire.
On peut s'intéresser à ce qui n'est pas du droit, mais on ne cherche pas à établir de lien entre le droit et ce qui est venu avant le droit. On considère que ça, c'est autre chose, mais on accepte de s'ouvrir à autre chose que du droit. Et il n'y a qu'un moyen pour le faire, vous imaginez bien, c'est la pluridisciplinarité. Troisième attitude que je vais critiquer, c'est une attitude qui consiste à brouiller les cartes, qui consiste à dire que, bon, au fond, l'a priori, personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, on ne sait pas plus ce qu'est une règle de droit. Donc, se demander quels sont les rapports entre le droit et l'a priori, ben, ça ne va rien dire, parce que tout ça, brouillé, mélangé, de sorte qu'on ne peut rien en tirer. Je dirais deux mots de cette attitude et de la critique que je veux y adresser pour finir. Alors, prenons la première attitude. Le juriste essaie de faire un effort, encore une fois, important, de sortir du droit pour essayer d'aller chercher quelque chose qui est à l'extérieur et le faire entrer dans les constructions du droit. Et tout ce qui est intéressant, c'est le chemin qu'il prend pour rapprocher au droit ce qui est extérieur au droit. Alors, je vais citer deux auteurs, et je fais exprès de ne pas citer des gens que j'ai déjà cités, pour ne pas me répéter. J'aurais pu le faire aussi, c'est pour éviter de me répéter. Et des auteurs qui, dans mon travail, en tout cas de recherche actuelle sur les circulations, dont je ne vous parle pas, ont joué un rôle très important dans la définition et l'approche de nos sujets. Je vais prendre le premier d'entre eux qui est très connu, qui est Santi Romano, qui est un auteur italien, qui a été président du Conseil constitutionnel italien, nommé par Mussolini. Alors les mauvaises langues disent qu'il était fasciste. C'est une lecture que je trouve assez contestable, et qui a écrit un petit livre dans l'entre-deux-guerres, à un moment de très grand foisonnement de la pensée en général, vous le savez, et notamment de la pensée juridique, sur ce qu'il a appelé l'ordre juridique, écrit en italien. C'est un livre qui a été ensuite réactualisé en 1944-45, avec des notes de bas de page où il a répondu dans les notes aux critiques qui lui avaient été adressées. Donc la bonne version à lire, c'est la deuxième, et il est mort très peu de temps après, avant que son procès ne s'ouvre, d'ailleurs, à Rome. Santi Romano dit une chose, pour faire simple, et je vous prendrai un exemple: je veux faire entrer le fait de l'ordre social dans le droit. Le fait de l'ordre social contenait pour antécédent au droit et du droit. Ça, c'est la proposition de Santi Romano. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour faire simple, ça veut dire qu'une organisation sociale, quelle qu'elle soit, la famille, l'entreprise, évidemment l'État, l'Église, la mafia, et vous multipliez les exemples, l'organisation sociale produit ses règles, et ces règles, dans leur nature, ne sont pas différentes de celles produites par l'État. Il n'y a pas d'exclusivisme juridique, il n'y a pas que l'État qui fabrique du droit. N'importe quelle organisation sociale est capable de fabriquer du droit. Il va même jusqu'à appliquer ça à la société internationale, ce qui est évidemment audacieux. Enfin, à l'époque, on avait des règles pendant l'entre-deux-guerres sur le sujet. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que Santi Romano, et c'est lui qui le dit, il dit antécédent, et c'est à lui que j'ai piqué le mot, hein. Je veux dire, je n'ai aucune paternité du mot. Il parle d'antécédent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait le pont entre ce qu'on tenait comme extérieur au droit, vu comme une approche sociologisante, souvent évacuée par une certaine pensée juridique, hein, en tout cas très clivée, il y a ceux qui sont vraiment pour et ceux qui sont totalement contre, et il sort de cette capture de l'approche sociologisante, il s'en défend beaucoup, il dit non, non, c'est du droit, je ne fais pas de la sociologie du droit, je fais du droit, et je considère que toute organisation accède à une forme juridique. Et il établit le pont par la figure de ce qu'il appelle l'ordre juridique, et ensuite, le deuxième temps de sa proposition, que je ne développe pas du tout, bien sûr, la question des rapports entre les ordres juridiques. Voilà un exemple pour ceux qui ont entendu parler de Santi Romano, en tout cas qui voient à peu près l'ordre sportif, hein, dans ce cas de figure, enfin beaucoup de choses très différentes peuvent rentrer dans cette perspective. Deuxième exemple, c'est un auteur qui est très peu connu,
Et pour cause, Adolf Reinach, qui est mort à la Première Guerre mondiale, à quelque chose comme, excusez-moi, je vais dire des bêtises, mais disons entre 30 et 37 ans, comme ça, je peux citer 33 comme Jésus-Christ ou 37, je sais pas, je dis 33, oui, j'ai un a priori sur son âge. Bon, il écrit un ouvrage extrêmement puissant, violent. Il traite tout le monde d'imbécile, en gros, il faut dire ce qui est, sur les a priori du droit civil. Et vous savez, pour être célèbre dans le monde des juristes, il ne faut pas faire du droit privé, il faut faire du droit public, du droit constitutionnel. C'est comme ça qu'on devient célèbre. Et donc, un jour, je déjeune avec Michel Tropper, qui est un grand théoricien du droit, vivant, bien sûr, j'en ai avec lui, et je lui dis, tu connais pas Adolf Reinach? Il me dit non. Je dis, vous voyez, c'est terrible. Adolf Reinach a une pensée extrêmement puissante sur le plan théorique, il veut passer à côté, parce que c'était pas un publiciste, c'était un privatiste. Je ferme la porte. Et Adolf Reinach dit, il y a 4 modalités du droit civil, la possession, la promesse, la prétention et l'obligation. Et il réécrit tout le droit civil à travers ces 4 modalités. C'est sa façon de faire. Alors, c'est un a priori modal, a priori c'est lui qui l'utilise, c'est-à-dire que quand on a pensé l'organisation des rapports humains par les règles du droit civil, il a bien fallu appliquer ça à des objets, à des matrices. Et dans ces matrices, lui, il en identifie 4 que je viens d'énumérer, et il va essayer de redonner la fonction logique, hein, c'est presque de la logique modale, la fonction logique de ces modalités pour relire le droit civil. C'est super puissant, c'est difficile à suivre. Il faut lire Reinach, il faut lire ceux qui ont lu Reinach pour comprendre. Moi, j'ai mis du temps pour arriver à comprendre. Mais c'est très intéressant de voir comment cet auteur, par une pensée très puissante, méconnue, a essayé de dire le droit civil, ce n'est pas les catégories du droit civil, non, c'est des modalités qui mettent en scène, en vie, l'ensemble du droit civil. Si vous voulez comprendre le droit civil, il faut vous intéresser à la manière dont les choses se font. Et ces manières ne sont pas purement et simplement construites par le droit, elles sont posées comme des objets a priori que le droit va ensuite traduire dans ses règles d'obligation, on va vous dire quand est-ce que vous devez payer, à quelle date et en quel lieu. Ça, c'est le droit qui le dit. Mais pensez le rapport d'obligation avant de construire la règle sur l'obligation, c'est ça qui s'est passé, et c'est bien de l'a priori, et en plus, ici, de l'a priori modale. Bon, il y a, juste pour les camarades, les travaux d'Athias sur le paradigme dans son épistémologie juridique me semblent relever d'une forme de conceptualisation de l'a priori. Il faudrait tester auprès des kelséniens si ça marche pour Kelsen et la norme fondamentale. Et Michel Tropper m'a dit que ce n'était pas du tout un a priori, c'en est un concept, mais je ne suis pas d'accord avec lui, donc je continue à dire qu'il fait de l'a priori. Voilà une attitude, disons, où je raccroche l'a priori à mes constructions avec des outils conceptuels qui sont puissants. On est dans du lourd, c'est difficile, et c'est quand même le fait de personnes qui ont énormément réfléchi pour arriver à produire ce type de texte. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, j'observe simplement que c'est un gros effort de sortir de sa construction et d'essayer d'établir un pont avec ce qu'on pourrait appeler le moment d'avant. Alors, deuxième attitude, on n'en fait rien. Alors, on n'en fait rien, je ne vais pas le dire à la façon de technicien que j'ai déjà développé. On n'en fait rien, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à établir un lien entre les deux. D'abord, on ne sait pas très bien ce qu'il y a avant et après. Ça, c'est évidemment une critique facile qu'on peut faire à la priori. Qu'est-ce que ça veut dire avant ou après la construction? C'est là. Donc, on ne cherche pas trop. On se dit, bon, ben, le droit a sa rationalité propre. On essaye de délimiter la sphère du droit. Tant bien que mal, on peut quand même essayer d'y arriver, même si c'est sujet à discussion. Et on dit, il n'y a pas de lien entre les deux, mais ça existe. Comme deux altérités, comme deux choses qui portent sur deux objets différents. Et si je veux faire quelque chose, parce que c'est le but de ce séminaire, ben, je vais essayer de les mettre en résonance. Et là, on va retrouver une pratique, disons, ordinaire de la pluridisciplinarité, à laquelle tous ceux qui se sont exercés
à elles sont habituées, où on essaye d'utiliser le savoir de l'autre comme quelque chose qui est extérieur à nos disciplines et qui peut nourrir peut-être certaines compréhensions ordinaires, vulgaires, c'est-à-dire non spécialisées dans nos disciplines, des objets auxquels nous appliquons nos constructions. Exemple, facile, je prends l'entreprise, je réalise comme juriste que j'ai des visions de l'entreprise, que je ne suis pas le seul à réfléchir sur l'entreprise, que je ne suis peut-être pas le mieux placé même à pouvoir le faire, qu'il y a des disciplines qui sont entièrement dédiées à l'étude des organisations, qu'il y a des approches de rapport économique qui placent l'agent entreprise comme on droit de la concurrence au cœur du dispositif, avec des lectures qui sont évidemment totalement différentes ou potentiellement différentes de celles des juristes. Donc c'est une façon de faire vivre l'a priori moins grandiloquente que la première. La première, c'est l'artillerie lourde, on va dire. C'est puissant, mais on n'est pas. D'abord, ça ne marche pas toujours. C'est contesté. À chaque fois, ces théories ont été contestées. Ne croyez pas qu'elles soient nécessairement acceptées. Et ça ne joue que dans un certain registre qui est quand même un registre de très grande abstraction. Si on veut essayer d'avoir une approche plus modeste, plus humble, qui est simplement d'essayer de comprendre le moins mal possible les objets dont on parle, eh bien il est absolument évident que l'a priori, qu'on appelle ça a priori ou autrement, mais l'a priori, pour le juriste, tout ce qui intervient en dehors de ces constructions, alors peut-être pas en avant, peu importe, mais en dehors de ces constructions, est un élément extrêmement puissant de réflexion, de déconstruction et de reconstruction du savoir juridique. Ça, tout ce qu'on fait de la pluridisciplinarité, en sont intimement convaincus, avec toutes les difficultés d'exercice qui existent. Autre exemple que l'entreprise, l'environnement, je prends un autre exemple, voilà, parfaitement, qui s'applique tout à fait à ce cas de figure. Voilà. Ça a son acception en droit, mais c'est autre chose que le droit. Et on accepte de rentrer dans des logiques d'échange, en quelque sorte, entre ce qui est a priori, encore une fois on peut l'appeler autrement, et ce qui est libre. Troisième attitude, j'ai presque fini, j'aurais tenu longtemps. La question de brouiller les cartes. Alors, je l'ai marqué dans mon petit cadenas que j'ai envoyé notamment à Anthony. Je ne donne pas de nom parce que je n'aime pas me faire la peau de quelqu'un, mais je trouve cette attitude détestable d'un point de vue scientifique. Il y a une certaine théorie du droit qui a quand même été pensée pour ne pas réfléchir. Et il y a des gens qui ont cette attitude de dire, au fond, à chaque fois que vous leur proposez un sujet, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Tout ce que vous dites est, au fond, prescriptif. Vous nous en parlez parce que vous voulez bien en parler, mais ça n'existe pas. Et puisque ça n'existe pas, je refuse qu'on traite le sujet. Et ce type d'attitude a été décliné à propos d'une entrée, notamment, très précise. C'est une façon de penser que je considère dévotique, pour tout vous dire, mais c'est une manière de penser, qui a été déclinée à propos de ce qu'on appelle les motifs non juridiques dans le procès. À chaque fois qu'un juge va avancer comme argument de sa décision des éléments qui ne sont pas juridiques. Exactement ce que je disais tout à l'heure pour l'anneau dans la poche du Skinner et qui ne s'est pas servi de cet anneau et qui ne passe pas dans une qualification juridique. Et dans le cadre d'un travail collectif qui a été fait à propos du droit international et plus particulièrement de la justice pénale internationale, pour ça très spécifique, il y a une des contributions d'un chercheur, théoricien, connu en France, qui explique qu'au fond, on ne sait pas ce que c'est que le juridique et le non juridique, et si on ne sait pas ce que c'est que le juridique et le non juridique, ben ça ne sert à rien de réfléchir sur des arguments non juridiques. Je trouve ça détestable comme attitude, parce que pour moi, c'est clairement la volonté de ne pas chercher à construire, à passer des ponts, à faire vivre des dialectiques, parce que c'est ça qui est important, entre différents objets, en considérant que tout vaut tout et que tout vaut rien. Bref, on casse le machin et on s'arrête là et on passe à l'autre truc à bousiller sans jamais rien construire. Donc il peut y avoir cette attitude de refus complet, qui peut être même exprimée de manière assez violente,
Surtout si la proposition sur l'a priori devait prendre un peu d'importance. Parce que là, vous aurez forcément des juristes pour dire non, non, moi je ne veux pas en entendre parler. Et j'ai des bonnes raisons de ne pas en entendre parler et qui seraient capables, bien sûr, de sortir. Donc, on peut avoir ce genre de lutte. Et j'imagine que dans les autres disciplines ici représentées, il puisse, par rapport à ce type de questionnement, y avoir des refoulements qui ont, au fond, leur légitimité, mais qui ont peut-être aussi leur a priori. Voilà. Je vous remercie. Alors, la première réflexion, c'est que, effectivement, c'est important de travailler sur les a priori. Ça peut nous aider à mieux comprendre les objets que l'on manipule, ça peut nous aider peut-être à prendre du recul avec nos propres savoirs, nos propres constructions, et c'est aussi un peu le but de ce séminaire, ça peut aussi peut-être un petit peu nous aider à s'ouvrir sur les autres et sur les autres disciplines. Cela étant, il me semble qu'on ne peut pas échapper à nos a priori. On peut les mettre à distance, on peut sans doute les déconstruire, mais si on échappe partiellement à nos a priori, je pense que très rapidement, on est rattrapé par d'autres a priori. C'est-à-dire que, pour moi, il me semble qu'il y a un concept qui est assez proche de la notion d'a priori, c'est celui le concept de présupposé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir sans présupposer, ça c'est une idée qui est très ancienne, et surtout en sciences humaines, déjà au début du XXe siècle, Max Weber nous l'avait déjà dit, attention, on est toujours pris dans les présupposés, des a priori, ce mot, et on ne pourra pas y échapper. Et c'est que ces a priori prennent différentes formes, ça peut être des catégories, des idéotypes, ça peut être des principes, des normes, etc. etc. Donc je pense que ce travail sur les a priori est à la fois salutaire, et en même temps, il faut bien mesurer dès à présent peut-être la limite d'un tel travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire à partir des a priori? Alors, on peut soit se regarder le nombril, c'est-à-dire regarder nos propres a priori dans notre recherche. Et là, eh bien, c'est un travail de déconstruction. Essayer de prendre les a priori, de les mettre à distance, de comprendre finalement quelles sont les idées que l'on mobilise, les principes, les idées que l'on mobilise dès lors que l'on va utiliser un concept. Alors tu as pris le concept d'entreprise, je pense que là c'est un exemple qui peut parler à tout le monde. D'abord, ce n'est pas un concept scientifique, hein, ça ne vient pas du jargon des chercheurs en sciences humaines, hein. C'est un concept qui est utilisé par tout le monde, et c'est très intéressant de voir toujours comment en fait ce concept est repu finalement d'a priori. Moi, ce qui m'étonne, et j'ai une lecture en tête qui n'est pas plus vieille qu'hier, comment pour donner un exemple, hein, comment on anthropomorphise l'entreprise. Hein, l'entreprise prend des décisions, l'entreprise a des comportements. D'ailleurs, hein, c'est près de la moitié de l'histoire des théories des organisations qui est basée sur cette a priori, que l'entreprise aurait des comportements. Et d'ailleurs, une bonne partie aussi des théories en économie est basée sur cette a priori. Donc l'entreprise, hier je lisais un article dans lequel en fait l'entreprise n'avait pas pris conscience des problèmes environnementaux. Alors moi je me suis dit que si un jour je rencontre une entreprise qui me dit qu'elle a pris conscience des problèmes environnementaux, je me dis que là ce sera peut-être l'heure d'aller consulter en fait. Donc en fait voilà, tous ces a priori qu'on va lire un peu partout, hein, qu'on va lire d'ailleurs dans des articles académiques, jusque dans la presse en fait. Hein. Et peut-être aussi on a besoin de ces a priori. Pour prendre un concept, celui d'image, qui nous vient d'un philosophe que j'aime beaucoup, Henri Bergson. Henri Bergson nous dit, bah oui, en fait, on a besoin de créer des images à un moment donné à partir desquelles on va pouvoir se raccrocher pour à la fois définir une réalité et pouvoir agir sur cette réalité. Donc on a besoin de ces a priori pour agir sur la réalité. Alors nous, notre action, c'est à travers une écriture, à travers un cours, c'est plutôt une action-réflexion. Mais en tout cas, on ne peut pas faire en ce moment. Donc on peut quand même faire ce travail sur de déconstruction, ou alors on peut faire un travail inverse, c'est celui de compréhension de la construction des a priori.
c'est comment des a priori émergent, comment des idées se stabilisent suffisamment pour être complètement acceptées. Comment est-on arrivé à cette idée qui me semble, de mon point de vue, un peu folle, que l'entreprise aurait des comportements comme vous et moi. Et donc, dans ces cas-là, il faudrait presque faire un travail qui consisterait à suivre comment on va suivre, pour citer un sociologue, Michel Calon, qui consisterait à comprendre comment on passe de faits discutables à des faits indiscutés, c'est-à-dire des a priori qui s'imposent à nous et qu'on ne peut plus discuter. Ils deviennent des boîtes fermées, en fait, des boîtes noires. Donc ça serait un deuxième travail sur les a priori, un travail de construction et de suivre, en fait, en temps réel. Comment on arrive à de telles presque aberrations, parfois, aberrations de la pensée, qui sont pour autant complètement nous échapper et finir à peu près dans tous les manuels de façon complètement indiscutable. Et le troisième chose qu'on peut faire, qui est peut-être beaucoup plus, troisième chose qu'on peut faire qui est peut-être un peu plus modeste, c'est tout simplement aussi respecter les a priori. Une tendance, me semble-t-il, qu'on observe en sciences humaines, et en premier lieu dans ma discipline, c'est de remplacer les a priori des acteurs par ceux des chercheurs. Comme si, en fait, les a priori des chercheurs étaient supérieurs à ceux des acteurs. Et là aussi, hein, pour reprendre des idées qui sont inspirées par ce qu'on appelle la théorie de l'acteur-réseau, avec des gens comme Michel Calon, Benoît Latour, que j'ai rappelé bien, il me semble que c'est important tout simplement aussi de respecter les a priori des acteurs et de travailler à partir des a priori des acteurs pour comprendre justement la construction de la réalité. Alors là, j'utilise le mot réalité avec 10 guillemets, hein, si vous voulez bien, la construction de la réalité du point de vue des acteurs. C'est-à-dire de ne pas toujours être dans un travail de rejet des a priori, mais plutôt d'acceptation des a priori, et pour pouvoir construire là, pour le coup, un travail original qui ne soit pas complètement déconnecté des a priori des acteurs. Donc, ta présentation, voilà, elle m'inspire ce triple travail sur les a priori, soit un travail de déconstruction, soit un travail d'étude de la construction des a priori, ou soit un travail de construction de la connaissance à partir du respect des a priori. Une dernière réflexion que je voudrais faire, et ensuite je laisserai la parole à celles et ceux qui se sont joints à nous. Une dernière réflexion que je voudrais faire, c'est sur l'opposition qu'on retrouve, tu as cité Kant au début de ta présentation, entre a priori et posteriori. Et dans cette conception transcendantale, il y aurait l'a priori d'un côté et l'a posteriori de l'autre. En fait, a posteriori, ça veut dire en fait quelque chose qui émerge de l'expérience, alors que l'a priori serait donné. Et là aussi, j'avoue, alors c'est complètement immodeste hein, de ma part, mais j'avoue avoir du mal avec cette opposition a priori, a posteriori, et je pense que plutôt que d'opposer ces deux notions, d'ailleurs j'ai appris en préparant ce séminaire que c'était des notions qui étaient arrivées assez tardivement dans la langue française en fait finalement. Et apparemment, justement, Kant a joué un grand rôle, paradoxalement, hein, parce que Kant n'était pas français, mais paradoxalement, ce sont les écrits de Kant qui ont permis de diffuser ces notions d'a priori, d'a posteriori dans la langue française. Plutôt que de voir ça comme deux notions opposées, plutôt de les voir de façon récursive. Et comment la construction a posteriori de quelque chose, donc basée sur l'expérience, devient ensuite petit à petit un a priori. Et comment en fait dans nos a priori on perd finalement la dimension immanente, pour l'opposer à la dimension transcendante, comment on parle de la dimension immanente, c'est-à-dire les expériences qui nous ont conduit à ces a priori. C'est-à-dire que souvent, en fait, ce qu'on avait appelé un a priori, selon moi,
c'est une coupure, ou alors plutôt une abstraction, un travail d'abstraction suffisamment abouti pour qu'au finalement on perd également, on perd des expériences qui ont permis d'arriver à cet a priori. Donc là aussi, je pense que si on doit engager un travail sur les a priori, il faut aussi peut-être dépasser cette opposition, cette vision assez binaire finalement entre a priori, a posteriori, et au contraire rentrer dans un travail de dialogue entre les deux. Peut-être là aussi pour mieux comprendre comment on construit nos propres a priori. Ce choix des a priori, on le retrouve dans la nature de la réalité. Comment est-ce qu'on voit la réalité quand on démarre une approche en sciences de gestion, donc la partie ontologique. Et ces a priori que l'on a sur la réalité vont influencer nos référentiels épistémologiques, et de là va découler toute la chaîne de la méthodologie qu'on va mettre en place, de la méthode, et ainsi de suite. Donc le premier a priori, eh bien, fait boule de neige pour toute la suite de notre raisonnement intellectuel. Et ces a priori, justement, peuvent évoluer, on en discutait, on a toute la partie révolution paradigmatique au sens de Kuhn. Donc au début, on n'était pas sûr d'avoir bien compris le sens paradigme, et puis au fil du temps antécédent, quand on a entendu les synonymes, ça a commencé à nous parler un petit peu justement sur la partie, on est plus d'accord sur le mot paradigme parfois que antécédent, ou certains mots nous parlent un peu moins, disons, dans notre champ. Et voilà, donc on a une espèce d'approche, quand même, on a des a priori sur la nature de la réalité, et justement on disait, mais est-ce que par exemple en comptabilité, on dit que la comptabilité, c'est là, peut-être que tu peux l'expliquer toi en tant que comptable d'ailleurs, on a une approche de la comptabilité, on cherche la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? On a un a priori sur l'image que renvoie la comptabilité, qui est censée être vraie comme point de départ, qui ne l'est pas forcément. Donc on a des réflexions effectivement qui démarrent souvent avant d'être sur ce que nous on appellerait plutôt des concepts, sur des concepts précis comme l'entreprise, le marché ou autre. On a d'abord une réflexion sur les a priori de la nature, la façon dont on perçoit la réalité, parce que ça influence ensuite tout notre raisonnement, même la façon dont on rédige nos articles, la façon dont on fait notre propre recherche. Voilà, donc dans ce sens, c'est comme ça qu'on voit les a priori liés au sujet qui était le choix des méthodes. Ça influence nos référentiels épistémologiques et nos méthodes. Moi, c'est clairement mon point de départ. Après, j'ai construit des choses, enfin, j'ai fait un petit effort pour aujourd'hui, et j'espère continuer dans le cadre de mon projet et de ce séminaire, mais c'est exactement mon point de départ. C'était ça, c'était de dire il y a quand même une approche du réel qui n'est pas délibérée. Délibérée au sens du juriste, ça veut dire qui n'est pas mis dans le débat de la discussion juridique avec des critères qui vont dire on retient ou on ne retient pas, et qui sont déterminants. Je vous donne une expression qu'utilise un juge, c'est un fait non pertinent. On raconte au juge une histoire et il vous dit ça c'est non pertinent. Ça veut dire qu'il va le sortir du cas. Il va le sortir du cas. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de se convaincre que l'histoire qu'on lui raconte, ça rentre bien dans une case, qui a une certaine vision a priori de ce que doit être la relation normale, ou s'il traite une relation pathologique, la relation pathologique. Donc c'est clairement de la fabrication. Je refabrique le réel, on sait très bien faire, je peux l'expliquer chez des juristes, mais il faut bien un point de référence. Et je ne sais pas si vous prenez la limite, des choses que tu connais bien, la limite de, par exemple, la diffamation, ce qui entre dans la diffamation, ce qui n'entre pas dans la diffamation au sens juridique du terme, il y a une conception de ce qui doit être, qu'on doit pour partie au droit, donc ça le droit construit ses règles avec les critères, mais il y a beaucoup de choses qui s'appuient sur une préfiguration de ce qui est normal, de ce qui devrait être, et qui n'est pas dans l'énoncé de la règle juridique, qui est simplement supposé comme étant quelque chose d'acceptable, de reconnaissable par tous, et sur lequel on s'appuie. Ça c'est déterminant. Et enfin, il y a plein d'exemples comme ça. Du coup, ces a priori, en fait,
quand on les explique, selon à qui on explique la nature de la réalité qui est notre point de départ, ça dépend aussi de notre culture et de notre religion. La religion influence la façon dont on voit le monde. Quand on explique quand on fait le cours d'épistémologie dans certains pays, pour eux, expliquer la nature de la réalité du monde, ça n'a aucun sens, parce que la religion influence, ils ont leurs propres penseurs, influence leurs a priori qui ne sont même pas les mêmes que nous, même dans le même champ disciplinaire, on n'a pas les mêmes a priori comme point de départ. La culture et la religion vont influencer ces a priori. Le juriste précautionneux ne va pas investir ce champ. Il va se taire, il ne va pas en parler, parce que s'il en parle, là il va se faire casser par le juge supérieur qui va lui dire votre opinion sur, votre sentiment sur, c'est pas le sujet. Donc c'est là, c'est déterminant, mais surtout s'il est habile, en général il n'en parle pas. Et il n'en parle surtout pas. Les raisons pour lesquelles il considère que c'est pertinent ou pas pertinent, il ne va pas dire je fais ça parce que j'ai une certaine conception de. Vous lisez des décisions américaines, les juges passent leur temps à parler de la Bible, raconter leurs convictions, leur histoire d'enfance, leur rendez-vous avec le psychiatre et je ne sais quoi d'autre. Allez, peut-être une dernière question, commentaire, et on clôturera. C'est très rapide, mais tu parles de l'importance de l'histoire. Est-ce que tu t'es intéressé aussi à la géographie? Parce que finalement, les a priori vont différer selon les régions du globe. Alors bien sûr, la religion, les cultures, les us, coutumes, mais aussi le climat. Et ça me fait penser à la conférence récente de Marianne Roche. Et ça, c'est une idée intéressante, de prédéterminant. Voilà, et la façon dont on a réalisé le monde. Et si on est un habitant qui est habitué à vivre à 40 degrés, on n'a pas la même vision du monde que si on est un humide, très bien. Et cette vision-là, c'est vrai qu'elle est plutôt étudiée chez les juristes, alors qu'elle est fondamentale. Et à mon avis, il y a un lien plus très fort à faire avec le droit global. Tu vois, sur les concepts selon les régions du globe qui façonnent nos a priori. Selon le contexte. Voilà. Et c'est vrai que par exemple, le contexte, il y a très peu d'explicitation de ce texte. Nous, on va habiller ça par des systèmes juridiques, des ordres juridiques. Mais ce n'est pas le cas du sujet. C'est le contexte qui est déterminé. Oui. Oui. Je reviens sur la discussion de la priori. Ton exemple sur le juge, on ne va pas discuter la priori. Mais ça, c'est une réflexion de juriste continentale. Il faut aussi voir qu'on est en présence d'une matière, d'une discipline, d'une science, comme on veut, qui a une vocation prescriptive. Et si, je dirais, le point paradigmatique, qui est l'a priori fondamental dans un domaine, dans un débat juridique, même juridique, un débat juridique, si le point paradigmatique peut sans cesse être rediscuté devant le juge, l'efficacité, je dirais, du droit est très entamée. Et je pense que ça aussi, chez nous juristes, il y a aussi cette dimension-là. C'est vrai que on a une conception, la plupart du temps, extrêmement dogmatique, même sans le savoir, même quand on fait du droit économique. Pour moi, le droit économique, c'est un dogme qui est différent des autres dogmes. Donc, on est dans un schéma dogmatique, dans un schéma paradigmatique, conscient ou inconscient, mais il y a, de mon point de vue, parce que chaque matière a son paradigme, le juge est enfermé là-dedans, le praticien est enfermé là-dedans. On peut discuter des faits, on peut discuter de plein de choses, mais discuter le point paradigmatique, ça c'est beaucoup plus difficile, parce que là on touche véritablement à ce qui fait la cohérence de l'ensemble, et dans une matière, je rappelle, qui est prescriptive. Donc ça pose un problème de légitimité qui est à même de discuter ça, qui est à même de remettre ça en cause. C'est pas forcément un juge, c'est pas forcément un avocat, voilà, ça pose des questions de cet ordre. De mon point de vue, s'interroger sur la période en place chez nous juristes. Sans discuter, on peut au moins essayer d'expliciter. Voilà.
et sans même le discuter. Oui, oui. Et en faire, parce que si c'est un déterminant, c'est qu'il doit être mis en débat, dans la discussion de ce que les gens veulent ou ne veulent pas comme déterminant, qui va conditionner leur vie. Et donc, notre vie, le modèle de vie démocratique. Donc, c'est le cœur de. Finalement, c'est pas le juge qui peut s'amuser à changer le paradigme au gré d'eux, quoi qu'il le fait souvent, parce qu'il ne dit pas pourquoi il fait les choses. Quand sa conscience politique l'oriente dans ses choix, ce qui paraît normal, c'est normal d'être orienté par, si tant est qu'on ait une conscience politique, c'est plutôt rassurant, c'est absolument normal. Ce qui est grave, c'est de décider qu'il vaut mieux ne pas en parler que d'ouvrir une boîte de Pandore avec toutes les incertitudes. Il faudrait aguerrir les juges à la domination de leur matrice politique, éducationnelle, sociale. C'est évident que dans l'aide à la décision, on leur dise attention, vous venez d'un certain point de vue, vous véhiculez une certaine compréhension dans votre environnement parce que vous avez été fabriqué comme ceci ou comme cela, et plutôt comme ceci ou comme cela, parce qu'on sait que malheureusement, ces processus de développement privilégient une frange de la population au détriment des autres. Donc c'est juste ça. Quand je travaillais pas mal avec les policiers quand j'étais à Lyon, les policiers, ils ont développé des outils très importants d'aide à la décision, quand il s'agit de savoir s'ils appuient sur la gâchette. Donc d'aide à la décision, et là ils mobilisent des outils comme ça parce que derrière, il y a potentiellement quelqu'un qui se fait shooter. Donc ils sont très préoccupés par ça. Voilà. Et donc ils le font. Ils savent qu'on ne dit pas une arme de la même manière à telle heure ou telle heure de la journée. Donc, et dans les écoles, on leur apprend ça. On leur apprend cette approche comportementale en leur disant vous devez avoir une espèce de distance par rapport à votre prise de décision compte tenu de l'environnement qui va être déterminant dans votre impulsion. Voilà, je prends cet exemple. Ok, un grand merci Jean-Sylvestre, bravo.